Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast interview où aujourd'hui nous recevons Antoine Ferron qui est dans la production musicale. Alors bonjour Antoine. Bonjour Guylaine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour ce podcast et pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est moi qui te remercie. Je suis très content d'être l'invité de ton nouveau podcast. On avait déjà eu l'occasion de se parler dans un autre podcast et là d'être à la place de l'invité, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte de te raconter un peu mon histoire dans ce podcast. J'ai hâte aussi de l'entendre, parce que c'est vrai qu'on a échangé, tu m'avais fait une interview du coup dans ton podcast, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ton podcast pour les auditeurs qui souhaitent te suivre. Et du coup, c'était très intéressant. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus aussi sur toi et puis de partager un peu ton parcours et ce que tu fais à d'autres personnes. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ton activité ? Je suis producteur musical, donc je travaille dans la production musicale et également dans l'infoprenariat musical. La production musicale, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, pas la production musicale dans le sens professionnel du terme, mais ça a été plus une passion. Tout ce qui est production, composition, arrangement, mixage, mastering, tout ça, j'englobe tout ça dans la production musicale. Et ça a été une passion qui m'a accompagné pendant plusieurs années, qui continue de m'accompagner aujourd'hui. Et l'infoprenariat, qui est, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'infoprenariat, c'est le fait de pouvoir partager, transmettre et vendre des contenus digitaux sur son savoir-faire. C'est ce que je fais maintenant depuis début 2019. En plus de tout ce qui est production musicale, j'essaye de me professionnaliser dans ce côté infopreneur pour pouvoir partager mes connaissances à travers les réseaux, à travers des vidéos, à travers des documents, des audios, des vidéos, pour les débutants ou même les confirmés et qui souhaitent monter en compétence dans le domaine de la production musicale. D'accord, c'est comme de la formation et du conseil, mais plutôt digitalisé. Exactement, ouais. Alors le terme est un peu méconnu, on va dire, et c'est quelque chose qui est très utilisé dans le digital, et c'est exactement ça en fait. C'est pas de la formation au sens pur du terme. Tu n'es pas un formateur, tu es plus, tu fais vraiment de la prestation, de la prestation de contenu, et tu vas vendre tes connaissances, partager tes connaissances. Mais voilà, la formation peut faire également partie du côté infopreneur. Tu vois, je t'avoue que je ne connaissais pas ce terme. Voilà. Moi non. Alors, j'ai longtemps cherché parce que c'est pas évident, parce que du coup tu te perds un peu dans différents domaines. Il y avait la production début 2019, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai commencé du coup de l'infoprenariat, mais en fait en 2019 je savais pas que c'était de l'infoprenariat, tu vois, j'ai récemment découvert ça, mais j'ai commencé à partager du contenu. Là on parle pas de vente, hein, on parle vraiment du partage au sens strict du terme, en tant que passion, du partage sur les réseaux pour faire découvrir ce qu'était la musique assistée par ordinateur aux personnes qui ne connaissaient pas, pour que les plus débutants profitent de mon expérience que j'ai acquise pendant ces années passées sur les logiciels tels que Ableton, sur le mixage en home studio, sur aussi le mastering. Voilà, c'est tout ce côté technique, mais aussi le mindset à avoir pour travailler dans la prod, les pièges à éviter, comment essayer de produire une track de A à Z, etc. etc. Donc c'est ce genre de contenu que je partage sur les réseaux, à travers un blog, à travers des vidéos YouTube. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'infoprenariat. Mais comme je te le disais, j'avais pas vraiment de terme quand j'ai commencé à développer ces contenus. D'accord. Merci pour l'information. On a appris quelque chose. Justement, tu nous parles de ton activité donc dans la production musicale. Ça fait donc une dizaine d'années, tu disais que t'es vraiment dedans. La musique, c'est ton parcours du départ ou tu viens d'ailleurs ? Alors, en fait, je viens complètement d'ailleurs. J'ai pas du tout fait d'école de musique, j'ai pas fait de formation dans une école de musique. Enfin voilà. À la base, production musicale, la musique en général, ça a été vraiment une passion que j'ai découvert dans mon adolescence, en fait, comme pas mal de personnes, je pense. Et en tout cas, à l'époque, c'était beaucoup, on est entre potes et puis on va monter un premier groupe de musique. Tiens, toi, tu fais quoi ? Tu fais de la guitare. Tiens, toi, t'aimes bien quoi ? T'aimes bien la basse ? Fais de la basse. Toi, tu fais de la batterie. T'as le rythme dans la peau, tu vois. Donc ça, c'est...
eu des premières expériences comme ça, on va dire hyper musicales, qui ont été ma vraie passion et qui m'ont accompagné pendant toutes ces années-là. Mais professionnellement parlant, je ne suis pas du tout passé par une école. En fait, j'ai fait des études dans le développement web. D'accord. S'il y a bien quelque chose de vraiment différent de l'artistique, c'est bien le développement, c'est de la pure technique. Donc, oui. ouais, c'est vraiment l'opposé. Mais voilà, la passion était toujours là de la musique. J'ai fait des études dans le développement web. J'ai eu mon premier job dans une agence de communication en tant que développeur. À côté de ça, je continuais toujours la musique, mais c'était vraiment de la pure passion. Et puis, tu sais, je me sentais pas comme quelqu'un qui a assez d'expérience pour me dire tiens, je vais me lancer dans l'infoprenariat ou je vais me lancer dans la production musicale parce que je me sentais pas légitime, tu vois. Il y a eu pas mal de temps où je me sentais pas légitime dans le sens où je me sentais pas prêt, tu vois. Je me sentais pas prêt à pouvoir vivre de ma musique, même si aujourd'hui je vis pas encore de la musique, c'est en pleine transition. À l'époque, en tout cas, que ce soit en fin d'adolescence ou quand j'ai commencé mes premiers jobs vers entre 20 et 25 ans, je me sentais pas légitime pour faire de la musique et puis je savais pas du tout par où commencer. Mais c'est ça aussi le problème. Ouais, j'ai pris le temps de faire ça en à côté, le soir, le week-end, en tant que passion. Et puis, du coup, mon métier pro était le développement. Donc, j'ai fait 5 ans dans une agence de com. Et suite à ces 5 années, cette boîte en question a été fermée suite à des problèmes économiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça a été un déclenchement? Ouais, ça a été l'élément déclencheur en fait de ce qui s'est passé par la suite, parce que ça m'a permis. Alors à l'époque, je me sentais pas encore assez légitime pour faire de la production vraiment professionnellement, mais ça m'a ouvert des portes dans le sens où je me suis dit voilà, maintenant je suis livré à moi-même, j'ai du temps pour moi au final, parce que quand tu te retrouves licencié, tu as des aides de l'État parce que bon, tu es en France et tu as de la chance d'être en France et tu as la chance que le système français t'aide quand tu es en galère. Donc j'ai pu en profiter d'un côté pour vraiment réfléchir, me dire est-ce que j'ai vraiment envie de refaire du dev, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une entreprise. C'était le moment là pour se poser, quoi. Exactement. Et est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à être salarié sous les ordres d'un patron et être frustré au final parce que tu ne fais pas ce dont tu as vraiment envie de faire. Je me suis dit, j'ai l'opportunité d'essayer de travailler en tant qu'indépendant. Donc, je me suis lancé dans la vie d'indépendant. Donc, j'étais moi-même mon propre patron. Mais dans le domaine du web, toujours? Ouais, toujours du web, toujours du web, mais même à l'époque où je bossais dans le web, et à cette époque-là, pendant cet élément déclencheur, là, je commençais à réfléchir, à me dire, est-ce que je peux pas partir vers autre chose? J'avais pas encore le cran de le faire, mais c'est venu plus tard. C'est venu assez récemment. C'est venu plus tard, mais là, c'était vraiment question de liberté, de savoir switcher, de savoir prendre du recul sur ce que tu fais, et est-ce que tu es capable vraiment de faire ce switch, parce que c'est difficile, parce que tu es seul à faire ce choix-là, tu es un peu à l'écart de tout ce qu'il y a dans la société, parce que toutes les personnes sont salariées et toi tu te retrouves indépendant, donc tu es un peu livré seul dans la nature. Et puis voilà, ça a mis un peu de temps à se faire, et puis je pense que c'est au bout d'1 an, ça a commencé à vraiment prendre. Donc là, j'étais toujours dans le développement, je continuais toujours à faire de la musique en tant que passion, et en même temps, j'essayais vraiment de me focaliser sur la musique assistée par ordinateur. Donc je faisais beaucoup de production électro et hip-hop dans Ableton Live, et du coup, c'est toujours l'outil que j'utilise aujourd'hui. Tu es instrumentiste aussi? T'es plutôt piano, tu faisais de la basse, tu faisais quoi dans tes groupes auparavant? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais non, je jouais pas d'instruments, je tâtonnais des instruments, on va dire, de la guitare, de la batterie, mais c'était vraiment pour le fun, tu vois, c'était vraiment pour le fun. Mais en fait, non, moi, je chantais. Alors, j'ai chanté dans un groupe de métal pendant plusieurs années. Oula, pourtant, t'as une voix très douce. C'est vrai que souvent, les chanteurs, on se rend pas compte après quand ils parlent qu'ils ont peut-être une voix pour chanter du métal. Et c'est marrant parce que du coup, je suis retombé sur des vidéos qu'on avait enregistrées en répétition là, et ça me fait repenser à ça, et c'est juste excellent. On veut les voir.
Non, c'est toujours non, je peux pas, c'est trop, c'est trop personnel. Mais c'est marrant de se revoir quelques années en arrière et de se dire, ah ouais, c'était quand même bien sympa. Non, j'étais pas instrumentiste, j'étais chanteur, j'ai pas pris de cours, pareil, je me voyais pas vraiment comme un chanteur, mais c'était plus un délire entre potes. En fait, ce délire-là, il m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, en fait. Je pense que je l'avais depuis très longtemps, cette envie de faire de la musique. Alors peut-être pas professionnellement au début, comme je le disais, c'était plus un délire, mais c'est aussi en passant par ces expériences-là que tu te rends compte que en fait, faire de la musique, c'est une chance, c'est une opportunité. Et puis c'est en toi, quoi, ça te suit. C'est exactement ça. C'est que ça m'a suivi toutes ces années. Et puis là, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui et je me dis, j'ai réussi à devenir indépendant alors que j'étais salarié. J'ai réussi à obtenir ma liberté, entre guillemets, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir plus de liberté. Mais aujourd'hui, je suis libre de travailler un peu quand je veux, où je veux. Cette liberté-là, elle a un prix. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans un moment où je peux me dire, voilà, tu as atteint ce stade-là, est-ce que tu n'as pas envie d'aller plus loin et du coup, est-ce que tu n'as pas envie de te professionnaliser dans la musique? Et là, en fait, on va dire que je suis en plein dans cette étape-là. Tu disais tout à l'heure que tu fais de la production surtout hip-hop et électro, c'est ça? Ouais, alors j'ai commencé vraiment par ce type de production. Après que j'ai eu mes premières expériences de chanteur dans des groupes de métal, Oui. j'ai commencé par faire des prods hip-hop, électro, mais bon, c'est grossier, hein, c'est vraiment des grands genres, mais c'était plus c'était plus là-dedans. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu t'es mis en indépendant, tu commences du coup à développer. Ça fait combien de temps là que tu te développes en indépendant comme producteur musical? Alors là, ça va faire depuis 2019, début 2019. En fait, j'ai eu l'idée vraiment fin 2018. Alors j'y pensais quand même pas mal. J'y ai pensé pas mal avant. Là où j'ai vraiment franchi le cap et je me suis vraiment dit, allez, je vais switcher et je vais faire ça professionnellement. Je vais vraiment me lancer dans la chose. C'est début 2019. Et c'est en même temps le même moment où j'ai développé en fait tout ce qui était infoprenariat et création de contenu sur les réseaux. Donc c'est venu en même temps et du coup c'est assez récent en fait. C'est vrai que moi je t'ai connu via Facebook et puis des groupes de MAO sur Facebook et du coup je connaissais pas ton parcours avant donc je découvre un peu plus et c'était une envie vraiment à la base quand tu t'es lancé de faire de l'infoprenariat ou c'était un plus en même temps que tu développais tranquillement ton activité d'indépendant? En fait c'était plus un... Alors ça a été plus un moyen parce que en gros, quand tu commences et que tu veux te faire une place, c'est difficile parce qu'il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde, personne ne te connaît, personne ne sait qui tu es, personne ne connaît ton parcours. Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu es un touriste, entre guillemets, tu vois? Personne ne sait qui t'es, donc il faut réussir à se faire une place un peu, et notamment sur les réseaux, parce que je fais énormément de contenu sur les réseaux. Et à la base, le fait de créer des contenus et de démarrer cette activité d'infopreneur, alors, je parle d'activité d'infopreneur, mais c'est toujours en développement et j'en vis pas encore à 100%. Mais au départ, c'était vraiment un moyen, tu vois. Les contenus, j'avais énormément de choses à partager parce que j'avais bossé dans la MAO pendant plus de 10 ans, donc j'avais vraiment énormément de choses à partager. Et que t'es Et passionné puis, aussi, enfin on le sent quoi. ouais, c'est un domaine qui me passionne. Et puis tu vois, le fait de partager du contenu, c'était un défi aussi pour moi dans le sens où ça me permettait de mettre sur papier ou sur vidéo, peu importe, mais là je fais beaucoup d'articles de blog, ça me permettait de mettre sur papier voilà, ce que je savais. Est-ce que c'était cohérent? Est-ce que j'avais les bonnes notions? Est-ce que je savais transmettre? Tu vois, c'était surtout la transmission euh, qui m'intéressait. Et puis ça, au fil des semaines, au fil des mois, ça a fait son petit parcours. Et puis aujourd'hui, je vois que j'ai pas mal de retours sur les articles. Ça plaît pas mal. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà,
je commence à me faire une petite place, je commence à pouvoir peut-être me déployer un peu plus et proposer des choses un peu plus intéressantes. Donc voilà, c'est peut-être le moment d'aller encore plus loin. Et ça me fait penser, parce que tu sais, ceux qui nous écoutent sont beaucoup aussi des artistes indépendants. Enfin, quand je dis indépendants, c'est parce qu'ils n'ont pas de label ou de maison de disque et voilà, ils essayent de se développer tout seuls aussi et de chercher les bonnes solutions. Et c'est vrai que comme toi, dans l'infoprenariat, comme tu dis, oui, c'est un moyen pour te faire connaître. C'est un peu comme un artiste, quand il se met sur les réseaux sociaux, il faut déployer une promotion, une stratégie de marketing musical, digital, on va dire, sur le long terme, quoi, avant que ça commence à prendre, quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Alors, la forme et le fond sont pas tout à fait les mêmes quand tu es artiste ou quand t'es artiste ou producteur ou infopreneur. Enfin, on voit ça comme on veut, mais quand tu es artiste, la forme est pas forcément la même. Mais oui, t'es obligé de passer par là. T'es obligé de montrer que tu existes, en fait, parce que sinon, ton art, il sera pas forcément mis en avant. Et malheureusement, ça prend du temps et t'es vraiment obligé de faire ces choses-là. Et je pense, après, je pense pas que ce soit subjectif ce que je vais dire, parce que je te suis sur les réseaux, et aujourd'hui, on voit que tu as assis une certaine crédibilité et légitimité, les gens te reconnaissent, et voilà, tu as toujours des commentaires constructifs, et je trouve ça bien, Ouais. quoi. Ça a Bah pris, ouais. ça a pris du temps, ça a pas forcément pris du temps, mais je veux dire, tu as fait les choses sûrement dans le bon sens, et on a ressenti ta passion et puis bah, ta légitimité aussi dans le domaine, hein. Bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vraiment la manière dont j'ai voulu aussi amener les choses parce que bon, t'as beaucoup de contenu sur Internet, pas forcément du contenu français, mais t'as énormément de contenu et du contenu anglophone. Donc il y avait peut-être une place pour du contenu français, mais après c'est aussi une question de la manière dont tu vas amener les choses, la manière dont tu vas raconter ton histoire, où tu vas raconter tes expériences, comment tu vas réussir à transmettre tes compétences pour que ce soit ludique, tout en ayant les barrières des réseaux, etc. Parce que c'est pas évident de transmettre à travers un écran, à part en vidéo, et encore en vidéo, ça peut être difficile. Et quand je dis que ça peut être difficile, c'est notamment sur des articles de blog. Ce qui est vraiment hyper intéressant, et c'est aussi, ça marche aussi quand tu es artiste, c'est la manière dont tu vas transmettre les choses et l'authenticité que tu peux avoir quand tu vas écrire ou quand tu vas partager auprès de ton audience, quoi. Ça, c'est hyper important et je pense que L'authenticité, ouais. C'est la chose la plus importante pour moi, en tout cas. Oui, c'est ça, et on sent, toi, ton authenticité quand tu partages les contenus, parce qu'on sent le passionné, on sent que tu fais pas ça, même si bon, il faut de l'argent pour vivre. À la base, on sent que tu fais vraiment du partage, et même si c'est pour créer aussi une communauté autour de toi, parce que tu as envie de partager à ta façon et que, bah, forcément, tu vas toucher des gens qui vont être touchés, par ta pédagogie et qui vont vouloir te suivre pour apprendre, voilà, avec la façon dont toi t'expliques les choses. Surtout, donc tu as Facebook, tu publies du contenu dessus, tu as aussi donc ton blog. Oui. Et c'est assez compliqué, mais c'est super bien fait. Donc, je mettrai les liens dans la description du podcast, bien sûr. C'est super bien fait parce que tu le fais beaucoup par écrit où tu expliques des techniques de mixage ou de mastering, mais c'est vraiment très visuel. Ouais, bah c'est le but. Alors au départ, tu vois, je suis pas un très bel écrivain, on va dire. Enfin, c'est pas quelque chose que j'affectionne ou quelque chose que je fais naturellement. En fait, moi, cette histoire d'écriture, c'est venu en même temps que le premier article que j'ai rédigé, tu vois. Et puis ça m'a pris plusieurs jours à rédiger mon premier article parce que je savais pas comment faire, tu vois. Et puis au fur et à mesure des semaines, bah, tu continues à écrire des articles et puis tu te rends compte que tu commences à te créer une routine dans la manière dont tu vas écrire tes articles. Et puis tu découvres des choses en fait sur toi, parce que moi je savais pas forcément que j'avais cette compétence-là alors, je prétends pas savoir écrire des articles, mais de savoir que ça puisse toucher des gens et qu'ils puissent se reconnaître dans les explications et que ce soit assez ludique. C'est vraiment chouette que tu me fasses ce retour et que les autres personnes aussi que je peux rencontrer sur le réseau me fassent. Oui, je pense que je suis pas la seule à te faire ce retour. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de se mettre à la place de la personne aussi qui va lire, ou qui va consommer ton contenu, parce que c'est pas forcément de la lecture, mais qui va consommer ton contenu parce que la personne qui est en face, elle a peut-être pas forcément le temps, elle a besoin de réponses, et puis elle a besoin qu'il y ait des accroches et que ce soit intéressant à lire, tu vois, parce que si c'est des contenus bateaux que tu retrouves partout,
tu vas pas avoir envie d'aller le lire. Ah, c'est vrai que surtout sur, comme tu disais, les thématiques du mixage, mastering, maintenant, beaucoup s'y Ah, c'est mettent ça. sans forcément avoir de pédagogie et on voit qu'ils le font pas forcément avec de l'authenticité derrière et de la passion. C'est juste, voilà, ils se disent: «Ah, il y a une mode, je vais essayer». Après, il y en a, voilà, ils le font bien et tu as aussi une grosse partie sur le web, pour essayer, voilà, de se faire un peu un nom ou Exactement. Et exactement. Bah après, c'est partout, c'est dans tous les domaines oui, pareil. Moi, je le vois beaucoup parce que du coup, ça m'intéresse vraiment ce côté infopreneur, on va dire. En plus de la production, ça m'intéresse. Tu le remarques dans tous les domaines, hein, même artistiquement, pour tous les artistes, c'est pareil. Il y en a, c'est oui. pas original, c'est juste histoire d'essayer de sortir du lot pour qu'on puisse voir que la personne est là. Mais en fait, derrière, il y a aucune valeur ajoutée. Et ça, c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Mais c'est un partage, dans un sens, quoi, mais C'est ça. et du coup, je m'intéressais on va reparler après de tes autres actualités, des autres, médias que tu utilises, mais du public, en fait, que tu cibles un peu parce que tu es beaucoup présent sur des groupes de mixage, mastering où il y a beaucoup de producteurs musicaux. Mais Mhm. c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les artistes indépendants, de plus en plus, bah, travaillent chez eux parce que bon, maintenant, la MAO, c'est quand même plus accessible qu'avant. Donc c'est plus facile d'avoir un petit home studio. Les studios, c'est pas toujours accessible, donc de plus en plus s'y mettent à s'enregistrer avec leur guitare, leur voix et puis essayer de bidouiller le mixage et du coup, je voulais savoir ton public, est-ce que tu cibles vraiment que ceux qui font de la production musicale pure et dure, ou vraiment aussi, bah, un artiste, qui débarque un peu dans le mixage, Alors, pour le moment, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Des retours que j'ai et moi, des personnes que je cible, c'est vraiment, alors peu importe le niveau, que ce soit des débutants ou des plus confirmés, ça va être des personnes qui ont déjà un pied dans la MAO, tu vois. Mmh. Parce que derrière, moi, ce que j'essaie de leur proposer en termes d'accompagnement, de formation, ou uniquement juste des feedbacks ponctuels, on va dire, ça peut être assez technique. Et généralement, les problématiques qui se posent, c'est des problématiques hyper techniques du genre, voilà, j'ai commencé mon morceau, mais je suis bloqué parce que ça sonne pas, ou parce que je sais pas amener un refrain, ou parce qu'il n'y a pas de dynamique, ou parce que tout simplement mon morceau est pas structuré. Donc c'est vraiment des personnes qui ont déjà un pied dans cet univers-là et qui ont besoin de plus, tu vois, qui ont déjà mis un pied dans ce monde-là. Après, les artistes en soi, alors je fais pas de l'accompagnement d'artistes, pur et dur. Après, je peux accompagner des artistes, mais ça va être dans le sens où ils ont un projet musical, par exemple un EP Mmh. ou différents singles qui veulent sortir. La seule contrainte, c'est d'avoir voilà, un premier pied dans la MAO parce que, comme je le disais tout à l'heure, les questions d'accompagnement, c'est souvent des questions techniques qui reviennent. Après tes contenus sont quand même, enfin, tu beaucoup de contenus qui sont accessibles, à tout débutant quoi, qu'il soit Ouais. artiste, je veux dire instrumentiste, qui a envie de s'enregistrer ou quelqu'un qui fait vraiment de la production MAO. Après, je sais que j'ai aussi des retours sur des artistes en soi qui débutent et qui sont perdus parce que quand tu commences la MAO, enfin, il faut pas se leurrer, quand j'ai commencé la MAO, même si c'était le début, enfin, tu sais juste pas comment faire et c'est juste impossible. Et puis après, bon, ce qui est intéressant maintenant, c'est que tu as tous les réseaux et tu as Internet pour te guider, mais c'est aussi un piège parce que tu as tellement d'informations qu'au final, t'es aussi perdu que si tu n'avais pas posé de questions. Enfin, tu comprends ce que je veux dire dans le sens où c'est difficile de faire les bons choix. Oui. Donc je peux aussi accompagner les artistes en dehors de cette zone de MAO pour les guider et leur dire bah voilà, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu as envie de faire, tu veux développer ton home studio parce que t'as pas les moyens de passer par un vrai studio, t'as pas l'argent, tu veux devenir autonome et ça c'est aussi la thématique que je développe enfin, en tout cas autour de la production musicale, c'est vraiment de devenir autonome et de pouvoir sortir ses propres sons seul et puis de proposer à des labels, etc., ses sons et c'est tout en fait. Ta musique t'appartient au final. Pour en revenir à l'artiste qui n'a pas le pied dans la MAO, ouais, ça peut aussi faire l'objet d'accompagnement. D'accord et tu disais, tu aides aussi même jusqu'à la structuration d'un morceau, quoi? Là, c'est vraiment plus dans de l'accompagnement parce que du coup, c'est à travers ça, il faut analyser. Déjà, il faut
je puisse m'identifier à un minimum dans le projet artistique de l'artiste. Au niveau de la structure, voilà, ça va dépendre des objectifs de la personne, de ses références musicales, de ce qu'il aime, de sa personnalité aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et oui, la structure musicale, forcément, de toute manière, ça a un impact. Ça a un impact, quoi qu'il en soit, sur la finalité du morceau. Donc c'est hyper important. Et moi, si la personne en face, elle me dit qu'elle a un problème de structure, bon bah c'est bingo parce que du coup il n'y a pas besoin de chercher. Mais si moi je me rends compte que dans un accompagnement ou si une personne me demande de travailler avec elle et que je découvre qu'il y a des problèmes de structure, voilà, je vais lui dire bah attention, je pense qu'il y a des problèmes de structure de morceaux. Dans les références que tu m'as données et dans toi ce que tu développes, les structures elles vont être plus dans un sens ou plus dans l'autre. Donc tu vois, on va essayer d'ajuster les morceaux parce que bon, tu peux faire quelque chose, tu peux créer et produire quelque chose d'original, mais tu as quand même des codes à respecter pour que ça fonctionne au final ton morceau. Donc il y a vraiment un aspect technique aussi, en dehors voilà, du mixage mastering, il y a vraiment un aspect technique d'analyse derrière un morceau. Et tu vois, je mets ça même. Pour moi, c'est même plus important. Alors, parce que maintenant, je pense que j'ai les notions de production et de mixage, mais je pense que c'est même plus important que ces notions techniques de savoir mixer ou savoir produire. Parce que derrière, en fait, c'est toute ton originalité et ta patte artistique en fait qu'il va falloir travailler. En gros, c'est comme si tu mettais les outils techniques au service de ta création. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment se servir des outils pour mettre en avant ta touche artistique et ton originalité. Donc ça dépasse en fait la technique et comment savoir utiliser un equalizer ou un compresseur, etc., etc. Et toutes ces thématiques qu'on peut retrouver un peu sur tous les réseaux, tu vois. Tu penses que le fait justement de travailler sur son mixage, d'écouter des références, parce que quand on fait du mixage, bah, on écoute toujours une référence au morceau bah, pour essayer de, comme tu disais, de rejoindre un petit peu les structures et autres. Est-ce que tu penses justement que c'est un avantage pour un mixeur, un ingénieur son, d'apprendre justement les techniques sur les différentes structures musicales, puisqu'en fait, de par son métier, il est un peu obligé de faire attention à ça? Pour moi, quand tu débutes, et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, pour assimiler, dans un premier temps, pour assimiler les structures de morceaux, de toute manière, quand tu vas mixer, au fur et à mesure, tu vas forcément travailler sur des morceaux qui sont différents, les structures vont être différentes, et donc tu vas t'imprégner de ces structures, et puis inconsciemment, tu vas savoir structurer des morceaux sans même t'en rendre compte, parce que ça fait partie de ton expérience, etc., etc. Quand tu veux faire du mix, alors je sais pas si c'était vraiment le sens de ta question, tu me diras, mais quand tu veux faire des mix, et quand tu débutes dans le mixage, pour moi, c'est hyper important d'avoir une référence, ou même plusieurs, une ou deux, trois, bon. Parce que ça va te guider en fait, et ça va t'aider à travailler vraiment à l'oreille. Ce qui se perd un peu avec les outils qu'on utilise, alors c'est très intéressant, c'est le fait que tout est assez visuel. On a tendance, je dis on, mais en fait je parle de moi, hein, mais je sais qu'il y a des échos aussi là-dessus, c'est qu'on a tendance à vraiment se focaliser sur le visuel, tu vois. Comme on a les outils dans les ordinateurs, tout ce qui est fréquence, etc., on peut se focaliser trop sur le visuel et oublier les oreilles. Et le fait d'avoir une référence, et surtout quand tu débutes, déjà ça te permet de comprendre comment un morceau peut être structuré en termes de production, mais aussi comment peut être mixé un morceau et comment il va être... comment les niveaux vont être faits entre les instruments. Et ça, inconsciemment, à force d'entendre des morceaux, tu vas inconsciemment savoir comment faire une mise à plat dans un mix, par exemple. Et puis, voilà, avoir une référence, ça te permet, à l'oreille de savoir comment placer un kick, comment placer un piano, etc., etc. Donc, ouais, pour moi, c'est une bonne chose, surtout quand tu débutes. Ce que je voulais dire, c'est que les artistes qui font pas leur propre mixage ou qui travaillent pas avec des ingénieurs son en direct, peut-être qu'ils n'ont pas cet esprit d'analyse des structures ou justement du son, des placements des instruments. Et pourtant, ça pourrait les aider aussi dans leur composition. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Clairement parce que... et ça, je m'en rends compte aussi parce que moi, ça m'a aidé quand je produisais, parce que je prends mon expérience pour exemple, mais moi, je sais que j'ai des prods que je faisais au départ, sur lesquels j'étais assez content, mais je savais qu'il y avait des problèmes. Et le mixage, ça m'a permis de me débloquer,
forcément que mon morceau sonne, mais surtout de me débloquer au niveau de la prod. Et j'ai réussi à faire beaucoup plus de choses au niveau de la production et notamment au niveau des structures des morceaux. Ça m'a aidé à faire des bons breaks, ça m'a aidé à faire des bons refrains, parce que un refrain, il faut que ce soit le climax un peu de ton morceau, il faut que ce soit le moment où ce soit le plus fort émotionnellement. Donc le mixage aussi, ça m'a aidé à travailler ma production. Vraiment, ouais. Pour les Finalement, en artistes. fait, faudrait faire un stage obligatoire pour les artistes sur les bases du, du mixage. Bah, après, ouais, mais Non, en ça, fait, c'est un peu en rigolant, mais parce que c'est vrai que je ça peut pense être que intéressant. ouais, non, non, c'est hyper intéressant. Puis après, bon, je sais que enfin, toi, le mixage, c'est pas. Moi, j'adore ça, donc je pourrais en parler des heures, mais tu vois, il y a des, enfin, tu peux être artiste et puis c'est pas du tout ta tasse de thé, quoi. C'est vraiment un domaine à part et c'est très technique au final, le mixage. À, à partir du moment où tu dépasses ce côté technique, là, tu commences à rentrer un peu plus dans le côté créatif, tu commences à prendre vraiment du plaisir parce que c'est devenu pas une routine, mais tu sais faire. Pour les artistes en soi, s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui veulent investir dans le mixage, c'est pas forcément la chose sur laquelle je miserais au départ, mais à partir du moment où si vous avez votre home studio et que vous souhaitez commencer à bidouiller dans un séquenceur et que vous commencez à construire vos premiers morceaux, même enregistrer vos premiers morceaux, et que vous vous sentez bloqué, eh ben peut-être que le mixage, ça peut vous aider dans le fait de débloquer le côté créativité. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça Si. peut aider. Mm. Non, c'est intéressant. Et du coup, tu travailles, donc tu fais de la production musicale, tu fais beaucoup, tu disais tout à l'heure d'infoprenariat, pardon. Ouais. Du coup, tu voulais nous en parler un petit peu justement de tout ce que tu fais au niveau du blog, de Facebook, un petit peu ta façon de voir les choses, la façon dont tu partages l'information. Ouais, bah carrément, carrément. Euh, Bah, comme je te disais au début du podcast, en fait, j'avais le, le- la- l'infoprenariat, entre guillemets, donc le développement des contenus digitaux, c'est arrivé tout début 2019. Pourquoi c'est arrivé? Parce que je sais pas, je pense que j'ai eu un déclic et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie vraiment de passer à une étape supérieure, j'ai envie de transmettre mon savoir. Je pense que c'est arrivé comme ça, j'ai saisi l'opportunité, tu vois, aujourd'hui j'y suis encore et ça a vraiment évolué. Mais bon, c'était pas la question. À la base, j'ai commencé par des articles de blog, donc assez basiques. J'essaye, parce que maintenant c'est plus compliqué, mais je sais que l'année dernière c'était un article par semaine. Donc Ah oui. je rédige des articles sur une plateforme qui s'appelle Medium, parce que pour l'instant mon site internet est en cours de construction, mais tous les articles sont disponibles sur Medium, qui est Moi, une je rappelle juste qu'il y aura le lien dans le descriptif du podcast. chaque semaine un article de blog donc, sur différentes thématiques. Alors les thématiques principales, c'est la production musicale, le mixage en home studio. Donc là, c'est vraiment, je vise vraiment le home studio, même s'il y a des techniques universelles, c'est vraiment dans un contexte de home studio. On a aussi des podcasts qui sont arrivés récemment. Et puis, en plus des articles et des vidéos, je commence à faire pas mal de sessions live. Et là, je suis en train de mettre en place tout ce qui est accompagnement, formation vidéo, feedback vidéo, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment en cours de déploiement. Je suis pas mal présent sur les réseaux, notamment sur Facebook. Pas mal présent dans des groupes Facebook qui tournent autour de la MAO, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ouais, les thématiques essentielles, c'est vraiment réussir à donner les clés pour que les artistes ou les producteurs, débutants ou plus confirmés, puissent devenir autonomes. Et voilà, ça passe par des articles, par des vidéos. J'ai fait aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Alors j'ai un peu arrêté parce que ça demande du temps, mais c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai envie de me reconcentrer cette année sur des plus petits formats, des formats un peu à la YouTube, donc des formats courts, sans trop forcément me concentrer sur le montage, mais plus sur le contenu. Donc ce sera vraiment on va dire, à l'opposé de ce que je fais sur mon blog, parce que sur mon blog, c'est vraiment le côté qualitatif, le fond et la forme que je travaille. Sur la partie YouTube, je pense que je travaillerai plus le contenu parce que c'est quelque chose de très chronophage. Mais voilà, toujours destiné aux artistes et puis aux débutants ou aux plus confirmés dans la musique assistée par ordinateur. C'est un peu comme peut-être les lives que tu avais commencé à faire sur Facebook où tu montres comment tu reconstruis une structure d'une chanson ou ce genre de choses. Oui, exactement. Ouais, ça fera partie un peu du genre de format que je vais faire, mais je trouve ça hyper intéressant parce que bon, le fait qu'on ait été en confinement ces dernières semaines,
eu beaucoup de lives qui ont été développés et ça a été aussi une opportunité pour développer ce genre de contenu. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi d'avoir un contact plus privilégié avec sa communauté et puis bah voilà de répondre aux questions en direct et puis voilà ça casse un peu les barrières des commentaires et des écrans en fait moi ça permet de me rapprocher un peu de la communauté et je trouve ça chouette donc je vais essayer aussi de partir là-dedans sur YouTube peut-être aussi faire des sujets un peu plus techniques peut-être une série sur les outils dans Ableton Live ça c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement enfin j'ai commencé à avoir des idées et je pense que je vais la développer. Surtout que si je dis pas de bêtises sur ce logiciel, c'est beaucoup sur Internet des tutoriels en anglais. Ouais, exactement. Il y a énormément de contenu en anglais, très très bon. Il y a des très très bons contenus. Après, en français, il y a quelques contenus, mais ouais, ça manque énormément. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça manque vraiment énormément. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anglais n'est pas accessible à tout le monde. Donc il faut aussi, voilà, l'idée c'est de se mettre à la place des personnes qui vont te lire. Et c'est l'optique, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'optique vraiment de mes contenus, que ce soit de la rédaction ou de la vidéo, ou les lives, hein, c'est vraiment que ce soit vraiment accessible et ludique, vraiment. En tout cas, c'est le cas, je pense, parce que tu as pas mal de bons retours pour le moment. C'est vrai que tu es assez pédagogue et c'est pas donné à tout le monde. En fait, je l'ai découvert malgré moi parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et la transmission et la pédagogie, c'est pas quelque chose que j'ai dans le sang, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai toujours eu, tu vois. C'est pas quelque chose qui me drivait au quotidien. Et là, plus ça va, plus le temps avance, plus je prends du plaisir dans le fait de transmettre des choses et le fait un peu d'être bon pédagogue entre guillemets donc et puis voilà c'est des challenges en plus et c'est important je pense que c'est important en tant qu'artiste ou peu importe la situation dans laquelle la personne est c'est important de se mettre des défis et des challenges pour avancer et notamment ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être switcher ou changer de projet professionnel ou passer de passionné à professionnel un peu comme toi tu l'as fait ou comme je suis en train de le faire, je pense que c'est important de passer à l'action et de faire ce switch en fait parce que c'est plus difficile mais après en regardant en arrière tu peux te dire je l'ai fait et puis en fait peut-être que c'était pas aussi difficile que ce que je le pensais sur le moment même. Oui, puis c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu dis que tu es introverti. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, même si on aime faire de la scène ou un peu se montrer, c'est qu'à côté de ça, on est souvent introverti. Et du coup, des fois, il y a des gens qui se bloquent et qui osent pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de montrer leur visage sur Internet ou de se mettre l'impression de se mettre en avant et de pas être légitime. T'en parlais aussi au début, le problème de la légitimité. De ce complexe qu'on peut avoir en fait. Comme quoi, voilà, même si on est introverti, on peut le faire. Exactement, c'est un sujet qui revient hyper souvent, et, artistiquement parlant ou dans d'autres domaines. Et pour moi, en tout cas, c'était vraiment difficile au début parce que me mettre en avant, c'est pas forcément quelque chose de facile parce qu'il y a une question de légitimité, il y a une question aussi de caractère. Chacun a son caractère. Il y a des personnes qui sont plus à même de parler de leur parcours, de s'exprimer correctement, etc., etc. Ça, moi, je pense que je suis tout à fait à l'opposé, en tout cas au départ. C'est un vrai exercice, mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Je sais, et j'en connais des très grands introvertis, qui maintenant s'expriment hyper aisément. Peuvent parler pendant une vingtaine de minutes, tranquille, et il n'y a aucun problème. Donc c'est plus un obstacle qu'une fin en soi. Et pour les artistes, c'est peut-être un peu des difficultés à avoir au départ, mais après c'est que du bonheur, je pense. Oui, faut passer le cap. Ouais. C'est toujours de la passion qui anime, et c'est dommage de se bloquer, de perdre du temps, de pas pouvoir profiter de sa passion comme ça, parce qu'on se bloque. C'est ça, et puis c'est surtout que quand tu parles d'un sujet qui te passionne, généralement c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus structuré dans ton discours. Donc honnêtement, ouais, je pense qu'il faut casser un peu ces barrières-là et puis se lancer en fait. Alors lancez-vous les gens qui nous écoutaient. C'est ça. Et tu disais donc que tu as le podcast aussi, donc que j'écoute aussi régulièrement. La première intervenante. Oui. C'était pas évident non plus quand on se retrouve du côté de l'interviewé, c'est assez intimidant. Mais du coup, voilà, je les écoute. Alors, pas toujours forcément le jour où ils sortent parce que c'est pas toujours évident. Surtout qu'avant, j'écoutais beaucoup les podcasts en voiture.
ou dans Mhm. mes trajets en transport en commun. Et c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai pris du Ah. retard. Bah, ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de durée, quoi. Tu peux les écouter quand tu veux, donc c'est ça aussi l'intérêt. Mais voilà, mais du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de... T'avais donc le blog, tu t'animes beaucoup ta page Facebook quand même avec pas mal de contenu, les lives. Et donc ce podcast, c'était quoi l'envie derrière? Il y a une période sur le net, enfin je suis pas mal ce qui se fait sur le net forcément, parce que du coup je suis développé, enfin j'ai fait beaucoup de développement, j'en fais encore aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de développement donc je baigne là-dedans. Et il y a une période où ça s'est fait beaucoup les podcasts, c'était un peu le format qui revenait, qui arrivait en puissance. Et encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de podcasts. Il y avait cette raison-là, mais elle était minime, tu vois. Le format, le fait de faire un nouveau format, c'était minime. C'était plutôt, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu de casser cette barrière et d'essayer de parler avec des vraies personnes, tu vois, et de découvrir un peu comment le rapport à la musique évolue dans le sens où maintenant on n'est plus forcément enfermé dans des studios avec des ingénieurs de renom ou pas, enfin avec des ingénieurs tout court. Euh, En fait, c'est vraiment la culture et les parcours de chaque passionné ou chaque professionnel de musique qui travaille chez lui ou qui a son propre studio ou même qui a son studio, tu vois. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les parcours des gens. Tu peux, et c'est un peu le parcours que j'ai eu, alors c'est pour ça peut-être que ça fait sens aussi dans l'idée que j'ai voulu sortir ce podcast, c'est que tu peux avoir un parcours professionnel totalement différent de ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. En fait, rien n'est impossible. En fait, tu peux être, je vais dire n'importe quoi, mais tu peux être fleuriste et puis à côté avoir une activité en tant qu'ingénieur du son. C'est plus ce côté culturel et parcours qui m'intéressait dans le podcast, de mettre en avant ces personnes-là. Oui, c'est vrai que surtout dans le domaine de la musique, et je pense même certains freelance, ça, mais c'est vrai que souvent ont une autre activité autre que le domaine musical, hein. Mhm. Bah, c'est ça. Et puis, il y a certaines activités qui sont plus accessibles que d'autres et qui forcément rapportent plus d'argent que d'autres, qui sont plus faciles sur le plan professionnel. Et ça peut servir aussi de tremplin. Tu vois, moi, ça me sert de tremplin. Ça m'a servi de tremplin quand je suis passé du salariat à l'indépendance. Et là, ça me sert de tremplin dans mon projet qui est de passer euh, à 100% en tant que professionnel de la musique, entre guillemets, tu vois. Hmm. Le fait d'avoir plusieurs casquettes, faut voir ça, faut pas forcément voir ça comme un frein, mais faut voir ça comme une opportunité dans le sens où bah voilà, t'as toujours t'as toujours une issue de secours si jamais bah ça marche pas comme tu l'aurais souhaité. Il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu étais en train de dire, par rapport à quand tu t'es lancé, parce que bon, moi, je me suis lancé aussi, donc je Oui. pense savoir parce que je sais un petit peu comment ça se passe aussi dans le domaine de la musique, mais du coup, ça a été compliqué pour toi au niveau, du réseau? Est-ce que tu avais déjà un réseau pour essayer, d'avoir des contacts ou de trouver une clientèle, ou pour peut-être te former sur certains sujets? Parce qu'il y a beaucoup de sujets où, bah, on se forme un peu sur le tas aussi. Non, j'ai pas eu. Alors j'avais vraiment au niveau réseau, je pense que c'est mon pire point, hein, c'est le point le plus faible. Enfin, j'avais vraiment pas du tout de réseau et le fait aussi de- le fait qui m'a poussé aussi à partager du contenu, c'est bah, du coup de développer une communauté de passionnés et qui se retrouvent un peu dans moi, dans la manière dont je vois la musique et je développe la musique. Et c'était aussi, bah, du coup, voilà, de me permettre d'avoir derrière des opportunités de travail. Et ouais, voilà, en fait, c'était aussi une des manières de pouvoir avoir et de pouvoir remplir aussi mon carnet d'adresses derrière. Mais à la base, non, j'avais zéro contact, vraiment zéro. Et c'est vrai que ça, c'est souvent, hein, dans le domaine de la musique, enfin, on dit: «Il faut avoir du réseau», mais c'est pas évident, bah, au début Alors, de trouver forcément les contacts, et je pense que c'est encore plus vrai sur le plan artistique. Alors, je suis un très mauvais conseiller pour ça, donc ne me demandez pas des conseils sur les contacts parce que je vais pas pouvoir vous répondre. Mais ouais, non, je pense que sur le plan artistique, je pense que toi, Guylaine, tu sauras mieux répondre sur ce plan-là, j'en suis sûr. Mais non, sur le plan artistique, je pense que c'est le nerf de la guerre. Et puis, c'est d'autant plus important que pour le reste. c'est vrai que dans le domaine artistique, il y a quand même, pas mal de pistons, enfin, même si c'est pas forcément en haut
tout en haut, mais c'est vrai que pour rentrer même dans une SMAC pour jouer ou ce genre de choses, et si on connaît quelqu'un déjà dans une MJC, qui connaît quelqu'un dans tel endroit, qui connaît, bon, forcément, ça va aider, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure sur tout le côté introverti. Mmh. Tu vois, c'est aussi difficile parce que pour les artistes introvertis, tout ce qui est démarchage, c'est pas forcément une partie de plaisir, donc ça peut Ouais. être aussi un frein. Donc voilà, faut se faire un peu de mal des fois pour réussir à avoir du réseau. Mais ouais, le réseau, c'est hyper important. Et ouais, malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, ça fait partie du jeu, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que tu es beaucoup sur Facebook. Donc, tu as une chaîne YouTube, mais où tu plus trop dessus pour le moment. Mhm. Mhm. Le blog, et donc beaucoup, le réseau social que tu utilises le plus, c'est Facebook. Et j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent si, enfin, il y a vraiment une utilité aujourd'hui à être encore sur Facebook. Et moi, je leur dis oui, parce que c'est quand même un réseau, où il y a encore des milliards de gens qui y sont, hein, et ils développent pas forcément assez justement ce côté réseau social. Est-ce que tu penses dans la production musicale, c'est un peu pareil, c'est important d'être sur Facebook? Je pense qu'à partir du moment où t'es investi dans ton projet et que tu as envie voilà, de développer un peu ton projet, je pense que c'est un réseau social qui est inévitable. Enfin, tu peux pas passer à côté. Alors, je pense que si j'aurais un classement à faire, à mon avis, ce serait Facebook, que ce soit pour la production ou artistiquement parlant, pour les artistes. Facebook. Après, il y a Instagram qui est aussi hyper intéressant, mais qui est différent. Et puis YouTube, mais bon, YouTube, ouais, c'est encore différent. Franchement, ouais, s'il y a bien un seul réseau social à utiliser, pour moi, ce serait Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Ça évolue de jour en jour. Tu as énormément de possibilités, quel que soit ton domaine. Donc, Mmh. que tu sois artiste ou producteur, enfin, ou que tu gères ta marque sur Facebook, enfin, tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire des lives, tu peux partager tes concerts, tu peux partager des événements, tu peux avoir des vidéos, des photos. Enfin, c'est hyper complet. Et dans la culture, enfin, les gens, ils vont pas forcément aller voir ton site, ils vont aller voir ta page Facebook. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es actif? Est-ce que t'es pas fantôme, tu vois? Parce que si la personne, elle est pas active, bah en fait peut-être que le projet il sera pas développé parce que ça veut dire que t'as peut-être pas investi dans toi-même dans ton projet. Donc toi, ça reflète pas mal de choses aussi la manière dont tu entretiens tes réseaux. Et je pense que ouais, Facebook c'est un bon indicateur artistiquement parlant et puis même en tant que marque ou en tant que métier ou professionnellement parlant. Non, mais c'est vrai, hein. Bah, un truc qui a rien à voir, mais il y a pas longtemps, je cherchais un restaurant, enfin avant le confinement, et c'est vrai que je suis tombé sur la page du restaurant, que je cherchais, et c'était pas à jour depuis 2017, leur page Facebook. Ah ouais. Bah, en fait, ça m'a cassé l'envie d'y aller, quoi. C'est dommage, hein, mais comme réaction peut-être que j'ai eue, mais c'est vrai que je me suis dit: «Bon, ils se sont pas impliqués envers leur clientèle pour, enfin, mettre à jour un peu leur Facebook ou mettre à jour les horaires et tout», donc on sait même pas si ça existe encore ou pas, enfin. T'avais fait un webinaire, il me semble, sur le sujet, que j'ai regardé, Oui. qui était vraiment excellent. Et Ah, t'en parlais merci. d'ailleurs dans ton webinaire, et ouais, je suis complètement d'accord, c'est vraiment. Enfin, Facebook, pour moi, c'est vraiment la plateforme numéro un au niveau des réseaux sociaux, mais peut-être que ça va bouger par la suite. Après, euh, tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne t'appartient pas, en fait. Mmh. Donc, si demain, il n'y a plus de réseaux sociaux, bah, et ben, comment les gens vont te retrouver? Qui sera prêt à te suivre? Est-ce que c'était du vent ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans ton cercle proche et qui sont prêts à te suivre? Tu vois, il y a toutes ces questions-là aussi, donc ça dépasse le cadre artistique ou le cadre professionnel, mais c'est des choses à prendre en compte euh, quand tu développes ton projet artistiquement. C'est un peu le souci qu'il y avait eu avec MySpace à l'époque. Ouais, Mmh. ouais, bah voilà, ouais, MySpace, c'était un peu enfin, c'était le Facebook numéro un de la musique, quoi. Ouais. Il y a Bandcamp aussi qui est hyper bien pour la distribution de ces projets. Mmh. Ça, c'est Tout à vraiment fait, top. tout à fait, et c'est encore une plateforme américaine. C'est Ouais, voilà. en France, on développe pas trop de Non, peut-être un jour. Mais pour l'instant, bon, on est loin derrière, je pense. c'est comme les live streaming, il y a beaucoup de choses, du côté des anglo-saxons, mais
Ouais, même les formats sont différents. Enfin, bon, là, nous, on est un peu à la traîne. Nous, c'est juste, on commence tout juste, en fait. Et puis là-bas, ils sont déjà en train de faire des conférences à je sais pas combien, sans, Ouais, sans peut-être que latence. bientôt tu feras une conférence comme ça sur la Enfin, production j'espère. musicale. Ouais, tu vois, pour en revenir à ça, ouais, j'y ai pensé un peu. Enfin, j'y ai pensé, ça fait partie de ce que je suis en train de mettre en place, mais des sortes de masterclass ou des sortes de, de, de contenu privilégié en mode live à plusieurs. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, mais après, tu as toujours cette contrainte technique qui fait que Mhm. bah, ça peut pas être aussi simple que ce que tu penses. Et ça, c'est dans tes projets à venir alors? Ouais, en fait, là, je suis en train de développer toute une partie. Euh, alors, si je peux appeler ça prestation de service, entre guillemets, c'est vulgaire, mais en gros, c'est tout ce que je vais pouvoir amener en plus des contenus gratuits, qui sont bah, de l'accompagnement personnalisé, donc vraiment de l'accompagnement d'artistes sur des projets précis, pour les faire progresser notamment dans la MAO, parce que généralement, c'est des personnes qui sont dans le milieu. Donc, Euh, excuse-moi de te couper, mais juste pour visuellement, par exemple, si moi je travaille sur un mixage, j'ai un problème que je sais pas comment faire parce que ma compression, il y a un souci ou autre, je peux te contacter et tu peux ouais, m'accompagner sur Ouais, le sujet. alors, si tu as si toi tu sais, alors si tu as des besoins vraiment ponctuels sur des sur par exemple, je sais pas utiliser le compresseur, je sais pas utiliser l'équaliseur, je sais pas utiliser la reverb. En fait, tout ça, moi, c'est au niveau de la formation. Donc moi, je peux te dire, bah, on prend du temps ensemble, tu m'expliques tes objectifs et ce qui te bloque, et derrière, moi, je te forme. Donc ça rentre dans le cadre de la formation. D'accord. Après, il y a tout ce qui est accompagnement, où ça va beaucoup plus loin que la formation, parce que là, ça dépasse la technique, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se rapproche plus, c'est un mélange d'artistique et de technique. Donc c'est de savoir quel est le projet de l'artiste, vers quoi il veut aller, est-ce qu'il veut faire de la scène, est-ce qu'il veut faire du studio, est-ce qu'il veut sortir un EP, euh, quelle est sa touche artistique, ses références. Et derrière, généralement, les personnes ont déjà composé des choses. Le but, ça va être de les driver de A à Z pour sortir leur projet et qu'ils deviennent autonomes dans le fait de pouvoir produire et de pouvoir mixer. Donc en fait, c'est vraiment de leur donner les clés que eux ont besoin et pas leur faire une formation de 3 jours sur le mixage, tu vois, c'est pas l'intérêt. Hmm. Vraiment pas l'intérêt. Donc c'est vraiment du personnalisé dans le sens où on vient cibler les problématiques et on y répond ensemble. Et voilà, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, donc c'est Euh, vraiment du cas par cas. Ouais, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment ouais, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment ce dont j'ai envie de mettre en avant et ce que je souhaite mettre aussi en avant dans les contenus que je partage, tu vois. Hmm. C'est pas moi ce qui m'intéresse, c'est pas de leur apprendre de la technique, c'est de leur apprendre de la technique mais pour que ça leur serve dans leur propre contexte créatif. Je vais pas, pour une personne qui va faire euh, de la techno, par exemple, je vais pas lui apprendre des techniques pour mixer une batterie acoustique, par exemple. Tu vois, enfin, c'est vulgaire ce que je dis là, mais c'est Non, non, pas, c'est juste. c'est pas inintéressé en fait. C'est vraiment, je vais essayer de me projeter et de me mettre à la place de la personne. Et bon, après, forcément, ça a un coût euh, parce que c'est vraiment de l'accompagnement, mais il y a aussi des feedbacks, on va dire. J'appelle ça feedback one shot parce qu'en fait, c'est des personnes qui me viennent, qui ont des budgets un peu moindres et qui me disent bah voilà, j'ai une problématique sur un mix ou sur une prod. Bah, je sais pas mixer ou mon morceau sonne pas. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément euh, le recul sur ce qu'ils font. Et là, moi, bah, du coup, on se fait une session ensemble et puis voilà, je leur dis les points à améliorer dans leur mix ou dans leur production. Donc ça peut faire aussi partie de ce que je peux te proposer euh, aux home stylistes. D'accord. Mais c'est vrai que tu dis ça a un coût, mais quand bon, moi j'ai déjà fait aussi des formations en ligne, c'est vrai que t'as pas forcément c'est pas forcément adapté à un style de musique. Voilà. Par exemple, Ouais. moi je fais plus du folk en tant qu'artiste, ben, c'est vrai que ça m'intéresse pas de suivre, 2 modules de 4 heures sur, comment, mixer non plus, par exemple, je sais pas, une batterie aussi, enfin je dis une bêtise, hop, c'est tout. Enfin ça m'intéresse, mais enfin c'était un petit peu pour reprendre ce que tu as dit et que c'était pas stupide dans le sens où voilà, tu t'investis dans une formation en ligne, mais finalement peut-être que la moitié va pas t'être utile.
Voilà. Donc Et puis peut-être qu'il après, vaut mieux investir dans quelque chose qui va vraiment être utile. bah, en fait, c'est ça, c'est plus, c'est ça, c'est de l'investissement. C'est pas de la consommation de contenu en tant que tel, où tu vas suivre une formation que tu pourrais avoir sur les formes, par exemple, tu vois. Mm. C'est vraiment de l'investissement, en fait. Tu as investi à court terme, mais en fait, cet investissement, en fait, son utilité, elle va être sur le long terme. C'est des techniques, c'est un état d'esprit, c'est voilà, un contexte de travail à assimiler et qui va te servir après dans ton propre process créatif. Et en fait, derrière, c'est le but, c'est que tu sois autonome, en fait. Et c'est pareil, moi, je vais pas accompagner des personnes euh, sur lesquelles j'arrive pas à me projeter. Tu vois, par Mm. exemple, si une personne fait du métal, je vais pas forcément pouvoir l'accompagner parce que même si j'apprécie ça, je sais pas du tout produire du métal. Tu vois, je sais pas, c'est pas du tout c'est pas du tout ma- mon expertise. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté artistique qui est important. Tu vois, ce feeling est important. Mm. Non, mais c'est bien parce qu'au moins tu es honnête aussi dans ta démarche. Mm. Mais du coup, ouais, je pense qu'on s'est éloigné de ta question. Je pense qu'on s'est un peu éloigné de ta question, mais bon. Non, du tout. Et du coup, donc dans tes projets à venir, il y a les formations donc, au cas par cas. Après, les gens peuvent te contacter pour du one shot. Ouais, alors des formations, de l'accompagnement, des feedbacks vidéo, j'appelle ça feedback vidéo. En fait, c'est de l'aide ponctuelle sur des points précis, problème de mix sur un morceau, problème de prod sur un morceau, même toute autre question. Ça peut être des sessions ensemble sur plusieurs questions. On se prend du temps ensemble et puis je réponds aux questions, je leur montre des cas concrets et puis voilà, ça les débloque dans leur projet et dans leurs problématiques. Donc ça, c'est vraiment une des grosses parties que je suis en train de mettre en place. Donc toujours dans l'optique de, de rester dans qualitativement ce que j'essaye de proposer au travers des contenus. Donc après, toujours à côté, toujours proposer du contenu entièrement gratuit et essayer de garder cette même qualité de contenu. Et puis, bah, je vais essayer aussi de proposer des formations vidéo, mais bon, c'est encore au stade d'embryon. Je suis encore en train de réfléchir au sujet parce que voilà, le but, c'est pas non plus de faire des formations. Mm. Par exemple, j'ai pas envie de faire une formation apprendre à mixer, tu vois, parce que en Ouais. fait, ces formations-là, il y en a partout. C'est plus essayer de mettre mon grain de sel dans cette formation parce que le but, c'est que ça intéresse les personnes qui sont déjà dans mon cercle et qui sont déjà intéressées dans mon mindset et dans mon processus de travail. Donc voilà, c'est plus, on va dire que c'est plus personnel. Ouais, c'est plus voilà le mixage avec ton, enfin l'état d'esprit et la façon que tu as de créer quoi. Ouais, voilà. Alors je sais pas, je me mets pas sur sur un piédestal. Enfin, tu vois, c'est pas le but, c'est pas de me dire voilà, ma technique est géniale, voilà, c'est la seule technique géniale, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment de, de proposer à ceux qui ont accroché à mon mindset et à ma technique de leur dire bah voilà, est-ce que si ça vous intéresse, on va plus loin quoi. Non, mais c'est intéressant parce que comme tu dis, bon, il y a déjà beaucoup de formations sur apprendre le mixage ou autre, où on t'apprend à chaque fois les techniques de base. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment, les gens ont envie d'aller un peu plus loin et c'est Ouais. bien d'avoir le retour d'un professionnel. Comme tu dis, on n'est pas sur des pieds, on n'est pas sur un piédestal, mais voilà, toi, tu étais quand même dans le milieu, tu as quand même l'habitude de faire de la production, donc tu as une façon de voir aussi et de faire à apporter par rapport à toutes les techniques que tu as apprises aussi. Donc Mhm. c'est vrai que comme tu dis, les gens qui te suivent et qui aiment ta façon d'apprendre les choses ou ta façon de voir les choses, auront envie certainement, bah, d'apprendre à mixer avec toi, avec, les techniques qui sont peut-être des techniques de base, mais que toi tu mets en place d'une autre Ouais. manière. Ouais, puis c'est toujours dans l'optique du home studio, hein. C'est vraiment aussi cette optique-là, c'est de se dire bah, comment je fais moi pour que ça sonne pro alors que j'ai pas forcément le matos adéquat. Mais en fait, la vraie réalité, c'est que t'as pas besoin de matos en fait. Enfin, t'as besoin d'un minimum de matériel, mais après tout se passe dans ton expérience et tout se passe dans ton processus de travail et voilà. Mais ouais, il y a beaucoup de questions et de retours des fois sur le matériel, mais c'est pas forcément. Alors c'est hyper important, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas forcément ce qui va bloquer euh, le travail en question. Ça me fait penser que j'ai lu un livre il y a pas longtemps
d'une boîte de promotion musicale où, justement l'écrivain disait que il fallait à tout prix aller enregistrer en studio et que si tu avais juste un home studio, fallait laisser tomber, si tu voulais vivre, dans la musique, enfin te faire connaître dans la musique. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est quoi toi ton avis, toi qui as l'habitude justement de travailler, sur tout ce côté home studio? Bah, en fait, après, ça va dépendre. Alors déjà, bon, c'est faux. Alors après, ça dépend de dans quel contexte a été rédigé ce bouquin. Enfin, ça dépend de la date, etc. Parce que ça évolue tellement C'est, vite. là, il date de ce mois-ci. Oui. Bah après, c'est vrai et faux. Parce que ça dépend de ton projet. Si si t'as un groupe de rock ou un groupe de folk ou un groupe de métal, enfin, t'as des instruments, t'as une batterie, t'as des instruments acoustiques, forcément, là, faut que t'ailles en studio. Parce que généralement, les personnes qui sont en home studio, elles n'ont pas de pièces enfin, généralement, c'est des personnes qui sont dans leur chambre ou dans leur salon ou qui ont une pièce qui est faite sur mesure, mais c'est pas vraiment un vrai studio, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément la place pour enregistrer des instruments. Et niveau acoustique, généralement, c'est pas traité. Enfin, c'est des personnes comme toi et moi qui ont un peu de matos et puis derrière Ouais. qui bossent beaucoup avec leur ordinateur. Après, donc clairement, quand c'est des gros projets comme ça, ouais, il faut aller en studio parce que sinon ça sonnera pas. Après, si c'est beaucoup de prod sur ordinateur et après de enregistrement de basse ou enregistrement de guitare euh, ou du chant, on peut faire ça en home studio, hein. Moi, je sais que les projets de chant, enfin les projets de hip-hop où il y a pas mal de chant, il suffit d'avoir un bon micro, le matériel nécessaire pour pas avoir de, de, de reprise dans le micro et d'écho. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est parti. Donc, ouais, ça dépend vraiment du projet, mais honnêtement, plus ça va et plus ça se développe et moins il y a besoin d'aller en studio, en tout cas. Voilà, si après tu as les bonnes techniques derrière et que tu sais comment utiliser le matériel Bah, c'est correctement, surtout ça. Mm. c'est ça qui est important, hein. C'est comme tu disais, en fait, c'est pas forcément d'avoir les bah, après, c'est sûr que si, la personne a envie que son son sonne, comme, Ouais, bah comme là, un oui. Oui. studio, bon, il faudra certain matériel, Bon. Ouais. Là, c'est clair. J'ai pas pris ça dans mon raisonnement, mais c'est clair que ouais, si tu veux. Ouais, mais après, c'est des moyens qui sont différents. Il faut aussi prendre en compte tout ce qui est pécunier parce que ouais. bon, si t'as pas le budget, si t'as un budget restreint, forcément, il faudra faire des choix. Si tu veux aller dans un studio avec un ingénieur au top et une acoustique au top et les matériels au top, bah forcément, ouais, c'est clair que t'auras le son du studio et bon, ça aussi, ça joue. Ça aussi, ça joue. Le fait que ça sonne, ouais, ça a son caractère, c'est hyper important. Mais pour moi, c'est encore un degré au-dessus, tu vois. C'est vraiment pour Mmh. ceux qui sont déjà dedans et qui ont vraiment envie de franchir une étape et qui veulent avoir ce son si particulier, de tel ou tel matériel, ou peut-être telle ou telle ambiance de studio, bah là, peut-être qu'ils vont faire des choix, mais Mais c'est ouais, encore. un artiste indépendant aujourd'hui avec, une bonne connaissance et maîtrise dans un home studio peut produire quelque chose de Ah ouais. qualité. Ouais, 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 clairement. Ouais, clairement. Et puis avec tous les outils maintenant qui sont disponibles, euh, que ce soit les instruments virtuels ou les émulations, et même que ce soit pas des émulations, mais tous les outils qui reprennent du hardware, EQ, compress, reverb, etc., tout ce qui est disponible, enfin tu peux tout faire dans la machine directement, donc c'est hyper accessible, franchement. C'est pas un frein, ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup en tout cas Antoine, pour tous ces renseignements et puis, ben, le partage que tu nous as fait sur ton parcours qui est intéressant et je pense que ça va aussi inspirer pas mal de personnes parce que je pense que passé la trentaine, je vois beaucoup de monde qui enfin, dans des personnes autour de moi qui font de la musique, qui se posent la question de se dire: «Tiens, j'aimerais bien faire plus de musique ou me professionnaliser un peu ou développer un peu plus mes projets». C'est vrai qu'on n'a pas toujours les clés, mais ça montre que c'est possible de se lancer et avant de terminer, je voulais savoir si tu avais quelque chose à rajouter ou sur tes projets à venir. Si j'ai oublié quelque chose, hésite pas. Bah non, déjà je voulais te remercier aussi parce que c'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. J'espère que mon expérience va pouvoir en parler à certains. En tout cas, c'était vraiment cool de pouvoir te raconter tout ça. Non, j'ai pas forcément de point en particulier. Alors, euh, c'est ce que tu viens de dire. C'est voici
que vous soyez artiste ou indépendant ou que producteur, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, étant donné que ça évolue très très rapidement et que tout devient de plus en plus accessible, pour moi, si vous avez un réel projet, si vous êtes vraiment investi, alors forcément, il ne faut pas y aller les yeux fermés parce que voilà, il faut quand même avoir voilà, il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir faire les choses. Donc, n'y allez pas les yeux fermés. Mais si vous sentez les choses, si vous avez un matelas et que vous pouvez faire cette bascule, faites-le et voilà, parce qu'après vous aurez des regrets. Et voilà, c'est pas chouette d'avoir des regrets, surtout dans la musique. Donc voilà, c'est mon conseil, si ça peut vous être utile, que ce soit des artistes ou des producteurs. Bah, c'est une belle conclusion, Antoine. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview et de nous parler de toi et de tes projets. Et Merci. voilà, puis je rappelle aux auditeurs à qui peuvent retrouver dans le descriptif du blog le lien vers ton podcast, vers ton blog Medium. Et puis je mettrai aussi ta page Facebook, comme ça ils auront accès à tout et ils pourront découvrir ton univers pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis suivre ton actualité à venir. Parfait, super. Merci beaucoup, Kylian. C'était top. Merci, Antoine. Salut, Kylian. Merci encore pour votre attention du jour. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, Facebook, YouTube, notre site web et notre blog pour encore plus de conseils.